Salut Iris. Salut Salomé. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, on a quelqu'un avec nous. J'ai envie de vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors c'est une amie d'amis. Je vois qui c'est depuis quand même quelques années et en fait depuis quelques temps elle fait de la vulgarisation historique, est-ce qu'on pourrait appeler ça comme ça, sur Instagram. En gros, quand je scrolle et que je tombe sur son contenu, je me couche un peu moins bête et ça fait vraiment quelque chose de super à raconter en dîner. Elle s'appelle Cynthia en parle et c'est notre première invitée sur Populaire. Hello Cynthia. Hello, bah déjà, enchantée, en vrai. Parce que même si on se connaît de vue, en tout cas pour Salomé, on s'était jamais rencontrés en vrai. Ouais. Et déjà, merci. Je suis hyper flattée d'être la première invitée, ça me fait trop plaisir. Donc, merci beaucoup. Ah bah, avec grand plaisir, nous aussi on est très contents. très flattés. Je pense que avant de parler de la série en elle-même, on a vraiment une question à te poser parce que en plus d'être une historienne, Cynthia est une fan de Sex and the City et on a envie de te demander quel personnage tu penses que tu es. Attention, pas quel personnage tu aimerais être, mais quel personnage tu penses que tu es. En fait, si je devais dire quel personnage j'aimerais être Carrie, mais en fait, je crois que je suis Miranda. T'aimerais être Carrie ? Bah, pas dans son rapport aux hommes, mais je pense qu'on en parlera après, mais dans le côté meuf indépendante, toujours iconique et tout. Mais en vrai, je pense que dans mon rapport au travail et dans mon côté un peu cynique de la vie, je pense que ouais, je suis plus Miranda en vrai. Trop J'aime bien. Il en faut, je suis ravie. Miranda, ouais. J'aimerais bien être une Miranda, moi. Ouais, Miranda, elle est quand même hyper indépendante et finalement, elle arrive à être très iconique aussi. Elle est méga est iconique, sauf dans Just Like That où je trouve qu'elle sucre méga les fraises, c'est un peu bizarre. Ouais. Tout le monde est très en forme, elle est sur la cinquantaine et je sais pas pourquoi Miranda est au bord de la tombe, elle sucre les fraises. C'est terrible. Avec Steve, il est en mode genre Miranda, il est en mode genre, il a un appareil auditif et tout. Enfin bref, on va pas commencer à aller dans Just Like That parce que là on est dans saison 3 de Sex and the City. Donc on est saison 3 et on va parler de plusieurs passages de la saison 3 avec Cynthia qui va potentiellement faire un meilleur travail que nous, c'est-à-dire replacer dans un contexte historique certaines scènes, parce que premier épisode quand même quand on a tourné, Salmé m'a posé la question, ça a été tourné quand, et je ne savais même pas. Si, on a dit à peu près, on a un peu menti sur les dates dans l'épisode, on a dit ah oui c'était au 98, c'était pas du tout ça, mais on est très genre affirmé, c'est assez dangereux hein, vraiment des fake news. C'est pas si vieux que ça. Hein. Même moi, je me suis rendu compte récemment que Sex and the City en vrai, bon non en vrai je dis ça, peut-être qu'on vieillit aussi, mais c'était il y a pas tant de temps que ça, hein. C'était il y a 20 ans. La dernière saison, c'était 2006. Ah oui, la saison 2006, putain, c'est ou 2005, un truc comme ça. Enfin, moi, ça m'a choqué. En tout cas, la saison 3, c'est en 2003. Ça commence avec ce même truc dont on avait parlé, où elle se rend à Staten Island au bal des pompiers. Mais qu'est-ce qui se passe ? Carrie fait une rencontre un petit peu particulière. Ouais, en fait, elles vont au bal des pompiers à Staten Island et Carrie, elle est jurée du bal des pompiers pour élire en gros le pompier le plus beau gosse. Et est invité un politicien qui fait la campagne, en gros, il me semble, pour les municipales. Et ils ont un peu... donc lui, il est là parce qu'il veut être proche du peuple à Staten Island. mais d'ailleurs, il tient un discours qui est hyper marrant, en mode... En vrai, moi, j'en ai rien à foutre d'eux. Je suis là juste pour faire ma campagne. Et il a un crush sur Carrie. Il commence à vouloir absolument la dater. Et au fil des épisodes, donc, ils commencent à se voir, etc. Et Carrie se métamorphose un peu en une imitation de Jacqueline Kennedy. Et c'est assez stylé, c'est assez... au niveau de son style d'ailleurs, parce qu'elle se met même à porter une fleur, à s'habiller comme ça, à prendre une attitude. Elle amenait très vite d'ailleurs, genre Carrie parfois je la trouve tellement oppressante. Enfin, elle est genre... Elle est intense, intense c'est le terme, genre vraiment. Ça fait une semaine qu'ils se voient, elle est à toutes ses conférences, elle se met à s'intéresser à la politique, mais c'est vraiment un peu la trophy wife, ou je sais pas comment on pourrait nommer ça. Mais qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce que ça nous dit des femmes et de la place des femmes hommes politiques et de leur rôle, quoi ? Je pense que pour commencer, en vrai, rien que dans le rôle de la femme politique, il faut savoir aussi qu'on parle des États-Unis. Donc on parle d'un pays vachement puritain, qui a une histoire puritaine et qui a du mal à détacher de ça. Donc même si en France, il y a aussi ce truc-là, aux États-Unis, c'est encore plus, surtout au début des années 2000, encore plus accéléré. Au début des années 2000, c'est encore plus important dans le sens où on sort de l'affaire Monica Lewinsky avec Clinton. Parce que oui, il n'y a pas que la femme Clinton qui était connue pour les plus jeunes d'entre vous. Il y en a un qui a été président, enfin son mari, et où elle s'est pris une honte de dingue pour l'histoire de la fellation envers Clinton, et lui n'a finalement rien eu. Et elle s'est fait traiter de péripatéticienne par tous les US.
Donc elle est dans ce rapport de force entre l'homme politique qui est forcément un séducteur, le beau mec, charismatique, qui est d'ailleurs plus vieux. Et en vrai, ça c'est un sujet. Je trouve le mec est quand même plus vieux. Il a l'air plus et vieux, ouais. ça dérange pas forcément, vu qu'on a ce truc de... Il a de la prestance, il a du pouvoir, bah ça dérange pas tant Carrie, alors que je pense qu'il a au moins 15 ans facilement de plus qu'elle. On trouve ça stylé qu'il ait les cheveux blancs, alors que je pense au début des années 2000, on aurait vu peu de femmes avoir les cheveux blancs. Et on a à côté une Carrie qui, du coup, je pense, joue un peu ça comme un rôle de comédie, où elle se met dans la peau, du coup, d'une américaine puritaine, beaucoup plus habillée, avec des tenues beaucoup plus cadrées, même elle le dit elle-même, elle retrouve des vêtements de sa grand-mère, donc qui lui correspondent pas beaucoup, mais je pense qu'elle joue un rôle. Et ça en dit long sur le fait que on a la femme qui doit être, du coup, qui doit faire acte de prestance face au politique qui, lui, est l'homme plus âgé, qui a du pouvoir. Et en fait, c'est un modèle sexy à l'époque. C'est revendiqué comme un modèle sexy, en fait. Le mec plus âgé, qui a déjà sa carrière et tout, et la petite nana qui est à côté et qui l'attend. Tu dirais que c'est plus sexy aujourd'hui ? Alors, on a encore beaucoup d'exemples, et d'ailleurs j'avais fait un sujet dessus, sur beaucoup de jeunes femmes qui sont avec des hommes beaucoup plus vieux, parce qu'il y a encore ce truc du pouvoir. Mais je pense qu'on essaye, ou en tout cas, on commence à déconstruire le mythe de l'homme plus vieux qui a du pouvoir et du coup qui excuse que le fait qu'il a envie d'avoir une femme plus jeune, parce que d'après la loi du marché, une femme, la loi du marché amoureux qui est hyper misogyne, faut le dire quand même, l'homme forcément doit avoir une femme plus jeune parce que c'est elle qui pourra enfanter, et lui a l'excuse de faire toute sa carrière, prend avec l'âge du cachet, alors que la femme avec l'âge baisse en termes d'intérêt pour l'homme, vu qu'il y a moins de plus vieillir, moins de vues, quoi. C'est une très mauvaise idée, on n'aurait jamais dû la faire venir parce que là j'ai pas envie de parler, genre vraiment je la regarde tout à l'heure, je vais dire. Mais ça change m'a Moi je suis originale, en plus faut pas me Non lancer. mais j'adore, mais non, moi surtout, je suis fascinée par ce que tu dis, je suis vraiment à dire. ça m'a fait penser à quelque chose quand même, cette histoire de Monica Lewinsky, parce que il y a donc dans cette relation entre Big et ce politicien dont j'ai oublié le nom, en fait il y a, je pense, peut-être un clin d'œil à cette histoire où vraiment une référence assez forte, c'est à un moment, il lui demande de lui pisser dessus pendant qu'ils font l'amour. Je savais qu'on allait venir. Et donc, et elle l'aime beaucoup, donc elle essaye de trouver des solutions. Et elle lui dit, écoute, peut-être que tu pourrais fermer les yeux et je te verserai un peu de thé chaud sur la jambe, etc. Et lui, à ce moment-là, il lui dit, tu sais quoi, en fait. Maintenant que tu me dis ça, je me rappelle que les gens qui m'accompagnent pour ma campagne m'ont dit qu'en fait, je pouvais pas être avec une fille qui parlait de sexe. En gros, je peux pas être avec une femme libérée, justement, en tant que politicien. Et elle prend sa revanche et elle écrit dans sa colonne de sexe « To pee or not to pee ». Et en gros, elle le public shame parce qu'elle le nomme pas directement, mais elle sait très bien que tout le monde sait qu'ils sortent ensemble, etc. Ouais. Et j'ai l'impression que du coup, cet épisode, c'est peut-être une revanche contre la situation de Monica, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a peut-être un sujet du fait que Monica était ouvertement descendue. Après, le cliché de la femme du politique ou du chef, j'allais dire du chef d'entreprise, c'est pas du tout le sujet, pardon, je me trompe de podcast. Non, mais de la femme de la femme du noble, ou la femme de l'homme important, qui forcément, si l'homme fait une merde, c'est elle qu'on va attaquer. On retrouve ça même avec Marie-Antoinette qui s'en prenait mais vraiment plein la gueule avant la Révolution, par rapport finalement au truc de Louis XVI, alors qu'elle c'était juste elle était appelée l'étrangère, l'autrichienne et tout, elle était vachement prise de haut par le peuple, et la sexualiser, la faire passer pour une nymphomane ou une nana qui pendant son procès aurait couché avec son fils, c'était une manière de disqualifier Louis XVI. On le retrouve même aujourd'hui avec Brigitte Macron, en vrai. Bien sûr, Brigitte Macron s'en prend plein la gueule. C'est très intéressant. Brigitte Macron, en fait, personne actuellement en France, je pense, n'est un très grand fan de la politique de Macron, mais alors ce que sa femme a comme rôle dans tout ça, c'est pas elle qui a fait campagne, et du coup, il y a cette rumeur qui d'ailleurs, je crois, vient des States, non ? Ouais. Je sais plus. Ouais, c'est une conspiracy théorie. Ouais, voilà. Oui. Que ce serait un homme avant. Ouais. Et quand tu vas attaquer une femme, c'est toujours un homme avant. Donc c'est intéressant de l'attaquer en disant que c'est un homme avant, parce que ça veut dire aussi insulter les hommes en soi, non ? Exactement. Il y a ce sujet de quand tu veux affaiblir une femme, le meilleur moyen, c'est de la critiquer sur sa féminité, parce que avec un prisme masculin, ce qui est le plus beau dans la féminité, c'est le fait d'être une femme délicate et tout. Et toutes les femmes qui étaient assez indépendantes et qu'on a voulu attaquer, même récemment, que ce soit par exemple Sheila à l'époque,
dont on a dit aussi qu'il était un homme, Amanda Lear et compagnie, parce que c'était des femmes indépendantes qui faisaient leur carrière autre qu'un homme. Après, pour revenir au sujet, parce que je m'étends un peu, mais pour revenir au sujet vraiment historique de toujours plus facile d'attaquer un homme pour sa compagne et la personne qui l'accompagne. Et je pense que la référence To Be or Not To Be, c'est déjà Monica Lewinsky. En vrai, je pense qu'il y a clairement un angle avec Clinton et tout, parce que c'est genre une dizaine d'années après, je crois. Et je pense que c'est un sujet même par rapport à l'hypocrisie de la politique américaine en général, ou du monde puritain américain. Je pense qu'il y a vraiment un sujet aux États-Unis où finalement ça va être les personnes les plus extrêmes, où il va y avoir une sexualité hyper débridée et tout. Et en parallèle, c'est des personnes qui, en fait, ne montrent rien et qui vont prêcher un discours qui n'est finalement pas du tout ce qu'ils font en privé. Et justement, Carrie, qui est new-yorkaise avec ses copines, qui vit dans un monde complètement à contre-courant du reste de l'Amérique des années 2000, elle est perdue dans ce monde-là. Je pense qu'il y a un vrai sujet même contre les mœurs américaines. Mais en effet, en plus... si c'est 2003, c'est quand même un moment de big rébellion. Enfin, c'est le moment de l'attaque de l'Irak. On est genre 2 ans après le 9/11. C'est la saison qui est la plus sexuelle dans la mesure où ça va aller encore plus loin dans les sujets. Ils vont montrer encore plus de nudité. Et c'est la saison qui répond un peu aux 2 autres saisons où cette fois-ci, ils inversent les rôles et ils reviennent un peu sur quelques trucs qu'ils ont dit. Ils remettent vraiment très fort en question la place de la femme, la place de l'homme. Et ça, je crois que Salomé, tu voulais nous en parler? Ouais, bien sûr, mais avant, j'ai un petit dis-moi la vérité à vous faire. Ah, vas-y. Dis-moi la vérité, dites-moi la vérité. Sans prendre en compte le parti politique, attention, sans prendre en compte, avec qui vous iriez en date du paysage politique français actuel? Alors là, franchement, vu les cassos, pardon, mais... en vrai, pas du tout mes idées politiques, et je pense que ça se ressent. Physiquement, il est homosexuel, mais en vrai, Gabriel Attal, c'est plus mimes. Oui, Gabriel Attal, il est Raphaël mimes. Glucksmann. Raphaël Glucksmann, non, alors, ouais. Moi, il m'exaspère trop en ce moment par rapport à Glace Salamé, mais c'est... Ouais, je comprends. Après, moi, je suis vraiment très très loin politiquement d'elle, mais je trouve que Valérie Pécresse a du peps. Ah, on a le droit Je de la mec trouve ou meuf. pétillante, je la trouve pétillante. Ouais, Valérie Pécresse, en vrai, c'est une belle femme. Hein. Mais elle a du peps. Non, mais en vrai, c'est une belle femme. Elle a du peps. Je me vois en train de siroter un chardonnay avec elle. Je sais pas, pétillante. C'est très drôle. Ok, merci. Bon, en allant à l'encontre de ce qu'il y avait dans les 2 séries avant et en jouant avec le genre, j'arrive à un 2e extrait qui m'intéresse. Et là, on est sur un épisode un petit peu après. Il y a 2 choses dans cet épisode. Carrie sort avec un homme plus jeune. Il a 26 ans. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je remarque que c'est le même acteur qui joue le petit ami de Rachel dans Friends. Je me suis fait la réflexion hier. C'est Tag. Putain, c'est Tag. C'est lui. Donc, en fait, ce mec a plusieurs rôles de petit ami un peu plus jeune. Plus jeune toujours, en fait. C'est comme ça. En fait, il se trouve que ce mec est bisexuel, ce qui va être un énorme danger pour Carrie. Donc déjà, pourquoi est-ce que ce serait un grand danger, nous, de sortir avec quelqu'un qui est bisexuel? Est-ce que ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de concurrents? 2 fois plus de concurrents. Et en plus, dans ce même épisode, Charlotte fait une exposition. Elle host un vernissage parce qu'elle bosse dans une galerie. Et cet artiste travestit les femmes en hommes et lui demande de poser pour elle. Donc Charlotte, qui est en plus la plus prude avec des grandes guillemets de cette bande, va s'amuser à jouer avec le style et à se transformer en homme. Et c'est d'ailleurs avec ce truc-là qu'elle va commencer à un peu prendre son courage à 2 mains, l'embrasser et plus oser en tant qu'homme. Donc qu'est-ce que tu aurais à nous dire par exemple sur l'histoire du genre et sur tous ces trucs-là? Je pense qu'il y a plusieurs choses, même avant même de parler d'histoire ou autre. Je pense que le mythe, on est quand même au début des années 2000, où nous, aujourd'hui, se poser la question, peut-être que c'est encore le cas pour des gens, de sortir avec une personne ou non si elle est bisexuelle, c'est plus... Enfin, après je dis ça, on est à Paris, dans un microcosme parisien, donc c'est pas non plus la réalité. Mais je pense que c'est surtout que en fait, ça la confronte à elle, ses propres peurs à elle et sa confiance en elle. C'est pas tant qu'il y a 2 fois plus de choix quand t'es bisexuel, c'est plus que, en fait, elle est déjà en panique et en insécurité par rapport à son rapport aux autres femmes. Et en vrai, on le voit, il y a plein de moments où elle est hyper toxique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les autres saisons de Sex and the City, mais je me rappelle qu'il y a plein de moments avec le Nana où elle est méga toxique. Et en fait, je pense que juste, elle est dans une logique de concurrence. Déjà, les femmes entre elles, il y a énormément de concurrence. Donc, elle se rajoute un truc de, en fait, je suis en concurrence avec tout le monde parce qu'en fait, elle voit l'amour d'une manière hyper possessive. Et je pense que, ouais, ça lui rappelle, elle, ses insécurités. Et pour ce qui est du drag king, en vrai, déjà, c'est hyper cool. Sex and the City, je crois que ça a été une des premières séries qui a abordé le thème du drag king. Je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je crois, enfin en tout cas autant populaire, c'est quand même dingue de voir des femmes faire du drag king. Même les drag queens à l'époque, c'était pas non plus hyper
hyper mis dans la culture populaire, mais déjà de voir une femme faire du drag king, c'est très cool. En plus que ce soit Charlotte, c'est hyper ironique. Et ce qu'il faut comprendre aussi, l'histoire du drag king ou du drag queen, c'est que c'est être un hyper homme ou une hyper femme. Être une drag queen, c'est pas le fait de se déguiser en femme, c'est d'être une hyper femme, c'est de prendre tous les clichés et les stéréotypes de genre et de les pousser à leur paroxysme. Il y a moi un exemple à la Romaine Chaussette pour avoir une plus gros engin en drag king. J'ai pas les termes. Bonsoir. mais je pense que c'est un sujet important. En fait, si on va pousser l'homme, en fait, l'homme est tellement dans cet esprit où c'est hyper important de toujours cette. Comment on dit déjà c'est quoi les propos de Freud? C'est l'histoire, de phallus en gros. Ouais. Plus il est homme, plus il en a une grosse. Et du coup, elle sera juste une chaussette et du coup, elle prend confiance en elle. Mais en vrai, des femmes qui avant l'invention même du drag king qui s'est développé après les drag queens, après toute la mode des ballrooms justement à New York et compagnie dans les années 80, il y avait ce truc, il y a eu plein de femmes qui se sont déguisées en hommes justement pour prendre du pouvoir. Christine de Suède a été en vrai la première drag king, toute sa vie, elle s'est grimée en homme pour justement, et elle se faisait pas appeler reine de Suède, elle se faisait appeler roi de Suède. J'adore. Mais je viens de me rappeler de ça. Alors je vais pas vous parler de date parce que je me rappelle pas. Mais il y a des vrais sujets. Et justement, dans un monde où les mentalités évoluent, on a fait comprendre que le féminisme maintenant c'est l'égalité homme-femme et que en fait ça se limite pas à ça. Et qu'en fait peut-être que l'égalité homme-femme, c'est des mœurs qu'on nous a mis en tête et qui sont pas forcément vraies. Que tout ça c'est juste une éducation. C'est cool de le rappeler. Après, même si Carrie le fait de venir. Enfin, vraiment, dans l'épisode, elle m'a saoulée. J'étais en mode, ouais. T'es chaotique, meuf. Mais non, mais surtout, en fait, c'est horrible parce que, bon, je sais pas pourquoi ils vont vraiment à la soirée en mode déjanté du mec. Ils montent dans un jeu de la bouteille. Ils font un jeu de la bouteille. Et là, je suis en mode genre, bon, non, même mes potes de milieu gay ne vont pas s'amuser à plus s'embrasser que les autres. Faut arrêter de croire que les homosexuels et les bisexuels s'embrassent plus. C'est bon, c'est en mode bizarre quand même de vouloir faire la bouteille et tout. Moi, genre, ça n'existe pas. Et surtout de autant sexualiser le fait d'être queer. Exactement. Moi, je pense qu'il y a un sujet dont on parle d'un mec bi, donc forcément, on le sexualise beaucoup plus. La soirée, forcément, il joue à s'embrasser, c'est ce que tu disais. Mais en fait, forcément, quand on va parler d'une orientation sexuelle qui diffère de la norme définie par la morale, la religion et compagnie, forcément, c'est quelque chose d'hyper sexuel. Alors que, non, il raconte justement qu'il a eu 3 personnes dans sa vie, que le premier c'était un mec, c'était une longue histoire, ouais, en vrai, finalement, c'est hyper hétéronormé comme vision d'amour. Oui, bien sûr. Et en plus, son milieu est beaucoup trop, déjanté, comme si, parce qu'il était bisexuel, c'était vraiment, tout est méga libre. Donc, en fait, ils vont à la soirée de son ex, qui est marié à un mec, mais il y a aussi son ex, et en fait, ils ont tous baisé entre eux. Vraiment, en fait, d'un coup, c'est, déjanté, juste parce qu'ils sont bi, ce serait, complètement dingue. Ça fait vraiment un truc où t'es en mode, Carrie, get your shit together. Même, à un moment, elle parle à son mec, et elle est en mode, t'as regardé le mec derrière moi là? Non, mais quelle angoisse! T'as regardé? Elle fait, et s'il y a un beau mec qui arrive dans la rue, ils sont dans le lit, elle fait, s'il y a un beau mec qui arrive dans la rue et qui essaye de te pécho. Ça lui rappelle juste, elle, ses insécurités en tant que femme. Mais le mythe de la jalousie. Je vois plein d'extraits sur TikTok en mode c'est biphobique. C'est la scène méga biphobique. C'est la crainte. Mais c'est hyper biphobique. La crainte que. De penser que c'est une mode. Bisexuel, oui. Il y a un vrai sujet, et moi, même chez mes copains qui sont bi, c'est un vrai sujet pour eux et c'est hyper important pour eux d'imposer le terme bi et du fait que en fait de trouver toujours des alternatives au terme bi, c'est dangereux. Définir le terme bi, c'est pas une passade, c'est pas ouais, et en fait elle est dans ce truc de Samantha. C'est une phase. C'est ça. Non, il y a pas de phase bi. C'est sur la route pour devenir gay, c'est ça. Ouais. La sexualité, c'est un spectre et il y a peut-être des moments où moi et en fait c'est même pas moi qui l'ai théorisé, je fais trop la meuf, mais en vrai il y a des sociologues que j'ai lus et je n'ai pas le nom parce que malheureusement je me rappelle pas de tout, mais qui définissent la sexualité comme un spectre. C'est un spectre que tu réajustes en fonction des périodes de ta vie, des rencontres. Tu peux te rendre compte que t'es bi parce que tu vas vivre des histoires d'amour avec un homme ou une femme ou une autre personne. Ce que je veux dire, c'est que si ton spectre s'éveille tôt, tu vas te déclarer bi, mais je pense qu'au fond tout le monde est un peu bi parce que la sexualité est un spectre qui se réajuste en fonction des rencontres que tu fais. Je suis d'accord, c'est ma théorie, moi. Moi je suis persuadée de ça. Bien je pense sûr, que tout le monde est bi. C'est une question de fluidité. Et on a peur du terme bi parce qu'il nous rappelle encore une fois nos propres insécurités, parce que je pense, je vais me faire défoncer quand je dis ça aussi, mais je m'en fous, c'est que je pense qu'au fond nous on est tous bi et qu'on est fait justement parce que la sexualité est un spectre, et du coup c'est pour ça que le terme bi est tellement mal vu, c'est que les personnes hétéros et encore une fois qui sont dans la norme
ou des personnes queer qui sont homosexuelles et qui se sont fait leur personnalité par rapport au fait qu'ils étaient homosexuels, qui se sont dit bon bah non c'est bon, je suis dans une case. Bah en fait ça rassure d'être dans une case et je pense que justement c'est difficile d'en sortir une fois que tu t'es battu pour aussi. bah c'est super dur. C'est ça, c'est vrai que je suis d'accord. Enfin bref, Carrie est vraiment renvoyée par rapport à ces trucs, surtout en tant que femme. Et il y a un autre moment, et ça c'est l'autre extrait dont j'aimerais qu'on parle, où en tant que femme, je trouve qu'il y a encore aussi une grande inégalité. C'est à l'épisode un peu plus tard. Miranda apprend qu'elle a une MST. Je sais pas ce que c'est exactement, c'est la chlamydia. C'est la chlamydia. C'est la chlamydia, ouais. Donc elle apprend et donc bref, il y a toujours ce truc un petit peu chiant quand t'as une MST, c'est que tu dois appeler les gens, appeler tes dernières conquêtes pour leur dire de prendre leurs précautions. Et souvent, après il y en a pas beaucoup qui le font. Enfin le faire en vrai ça devrait être normal, mais il y en a plein qui disent rien. Ouais. J'ai raconté cette histoire. C'est un peu private, mais en même temps, qu'est-ce que c'est drôle. J'ai un ex qui voulait me parler, mais pourtant, on n'était plus ensemble depuis hyper longtemps. Et genre, il m'a dit, oui, j'ai la chlamydia et tout, depuis 2 mois, tu devrais te faire tester. Et genre, je lui ai fait, mais ça fait 1 an qu'on n'est plus ensemble. Et j'étais en mode, genre, ça sert à quoi? Genre, juste de m'appeler. Meuf, j'ai la même anecdote, mais encore pire. Et en vrai, la personne, si elle voit ce podcast, se reconnaîtra. Et Moi, il se reconnaît, mais je l'adore, il n'y a pas de problème. Ah non, moi je l'adore pas du tout, mais vraiment ok. je le dis, genre vraiment, je balance, j'en ai rien à foutre. Parce que ça m'a fait du temps pour me rendre compte à quel point c'était pas normal. Moi j'ai un mec que je fréquentais il y a très longtemps, il y a au moins presque 10 ans, enfin 8-10 ans. Donc, comme je disais, il se reconnaîtra, qui m'avait, on avait arrêté de se parler pendant une semaine et tout. Il m'avait quoi qu'il avait le VIH pour revenir vers moi. C'est pas du tout une blague. Une énorme crise d'angoisse et genre ma meilleure pote est devenue et j'étais au café en plus j'étais en prépa à l'époque et elle a dû venir me chercher en PLS et tout, je dis pas à quel point c'est violent. Putain, mais quel et en fait il m'a dit non c'était une blague, c'est Surtout juste qu'à j'avais cet pas âge-là, il y a 8 ans, on était encore en plus dans notre esprit hyper marqué par le discours de nos parents vis-à-vis du sida. surtout la sexualité à l'époque, On a bien pas sûr envie c'est de la quelque voir, chose mais dans l'idée on vit très bien mais avec. surtout tu vois. culpabilises, ta sexualité c'est quelque chose d'honteux, enfin Bah oui. pas d'honteux mais c'est hyper tabou, t'en parles pas enfin on se rapproche doucement de la trentaine mais très doucement bien sûr, mais t'en parles pas de la même manière qu'il y a quelques années. Et ouais le mec m'a vraiment, je vous montrerai les messages après parce que je pense que je l'ai gardé, m'avait fait croire du coup qu'il avait le VIH, mais écrit un pavé en mode je sais pas comment t'as, vous savez, je savais pas, mais vraiment un pavé. Je fasse une crise d'angoisse qu'une de mes meilleures potes doivent venir au café en mode mais attends mon monde s'écroule, j'étais en mode je vais mourir en fait, enfin parce que oui c'est hyper sérophobe, mais quand tu as 18 ans et que tu n'es pas assez informé sur le sujet, tu penses que être séropositif Exactement. c'est que tu vas mourir. Ouais, c'est ça, t'es Alors pas au que- courant de tout ça. Oui, Les oui, tu gens penses. vivent très bien aujourd'hui Oui, avec oui, c'est ça. Tu penses étant à 120 battements par séropositif minute, et tout. t'es renvoyé à un truc où t'es en mode ça y est, il y a c'est tout le mort, mythe autour du sida et tout qui est hyper sérophobe, mais quand t'as une nana qui a, je sais pas si non j'avais 18 ans, bref, donc voilà, c'est pour ça, warning, je fais attention à ce que je dis. Et en fait il m'a renvoyé un message genre il a laissé genre une latence de 10-20 minutes, après il me dit non mais en fait c'était une blague, je savais pas comment te reparler. Et vu que j'étais un peu une bouffonne à Trop l'époque, marrant. j'ai continué à le préparer. Non Qu'est-ce qui vous a remis Mais qu'est-ce qu'on est ensemble conne à 18 ans, Qu'est-ce qui vous a remis ensemble? Le VIH. Moi, Oh my j'ai god. posé la question aussi à une pote en mode est-ce que C'est ma pire anecdote, hein. est-ce que tu préviens si t'as une MST? Et elle m'a raconté que en effet elle avait appelé, en gros elle avait couché je pense avec un seul mec dans les 2 dernières années, c'était un coup d'un soir, elle était vraiment en mode genre et elle a la chlamydia, donc c'est sûr qu'elle l'a eu par lui. C'est que lui, ouais. Et elle l'appelle, elle lui dit j'ai fait des tests et tout, et lui dit genre moi aussi je me suis fait tester, impossible, trop relou. Elle était en mode mais en fait je me retrouve à appeler un Mais mec pourquoi tu mens, qui en plus m'a ghosté pour lui dire que c'est sûr que c'est lui, et lui il me fait passer pour une mytho, et je trouve ça dégueulasse. Ouais. Non, non, c'est un sujet, mais moi, en vrai, la chlamydia, c'est hyper fréquent, hein. Moi, j'ai plein de copines et Moi des aussi, copains ouais, qui j'ai l'ont plein de eu. copines Hein. qui l'ont eu. Genre, pour le coup, en vrai, il suffit d'un. Enfin, c'est pas le fait de. Bah, du coup, on revient au sujet. Pardon, je me suis écartée avec le sujet de mon ex. Mais non, mais oui, Qui n'est même mais- pas un ex, finalement. Qu'elle dit un peu face caméra à chaque fois. Non, mais oui, c'est horrible parce que Miranda doit faire ça et en fait doit prendre ce traitement et dire à Steve et rappeler tous ses ex, dont ce connard d'avocat qui est hyper méchant avec elle et Horrible. tout, et qui lui crie dessus. Enfin bref. Et il y a ce truc de pourquoi est-ce que nous les femmes, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus rabaissées dans les trucs même de MST, qu'on s'en prend bien plus plein la gueule que les mecs. Limite genre. Quand il y a un mec qui va avoir des MST, on va être en mode genre putain, t'as vraiment fait n'importe quoi, toi. Alors que si t'es une femme, t'es en mode genre meuf, t'es un nid à MST. Genre, on s'en prend plein la gueule. C'est pas normal. Bah, de toute façon, il y a un sujet, ça c'est systémique, hein, que ce soit en France, aux États-Unis, et toujours
il y a vraiment un sujet aux États-Unis, hein, même depuis Trump, même avant Trump, il y a un vrai sujet. Enfin, moi, ça me passionne d'ailleurs, c'est le niveau de puritanisme des États-Unis. Et désolé, j'y reviens, mais c'est un vrai sujet. Hein. C'est les mecs n'ont pas évolué, alors que pourtant c'est Hollywood, c'est tout ce que tu veux, c'est tous les excès, mais leur mentalité n'évolue pas. Il y a un vrai rôle dans la religion, avec la religion, avec leur chrétienté et compagnie dans leur pays, qui joue. Après, même en France, de toute façon, on a du mal avec le fait que la femme ait une sexualité autre que pour enfanter. Et ça vient de notre histoire, la morale, c'est une morale chrétienne. Enfin, en tout cas, pour la France et même généralement, il y a toujours une morale religieuse derrière tout ça, que en fait la femme est un ventre sur pattes. À partir du moment où l'homme a compris qu'il avait la notion de propriété, qu'il pouvait posséder quelque chose à la période néolithique, qu'en fait il commençait à travailler l'agriculture et compagnie, il a dit attends, faut que j'ai un enfant, l'enfant il sort de la femme, donc si je possède la femme, je vais posséder l'enfant et je vais pouvoir m'enrichir. Tout vient de là. Donc à partir du moment où la femme avait une sexualité autre que pour enfanter, ça a dérangé. Et encore aujourd'hui, même si même des personnes athées, ce que tu veux, vont avoir des propos misogynes par rapport à la sexualité d'une femme, on va beaucoup plus la juger. Parce que normalement, attends, son organe magique, il est fait que pour enfanter, en fait. Ça peut pas être que pour autre chose. Et du coup, on a l'impression qu'elle gâche son temps à prendre du plaisir, parce que le plaisir féminin, c'est toujours quelque chose qu'on n'a pas envie de connaître, qu'on n'a pas envie de savoir. On commence à se déconstruire à ce niveau-là, mais c'est un vrai sujet. Même dans la pornographie, en fait, que bien c'est sûr. Que vers le plaisir masculin. Mais de toute façon, même la masturbation féminine, enfin, c'est même pas un sujet. Ouais. Moi, j'ai peu de potes, et parce que je commence à vieillir, qui assument la masturbation féminine, et c'est juste qu'il y a une honte autour de la sexualité féminine. Bien et sûr. c'est horrible parce que tu te retrouves. Il y a genre un accessoire, genre. Non, mais vraiment. Thanks God for the guy who created the womanizer. Non, mais vraiment, genre. On dirait toute notre sexualité, c'est womanizer, genre. Ouais. Non, mais bonsoir, enchanté. mais non, mais il y a un vrai sujet, et c'est fatigant de toujours le rappeler, et même t'arrives toujours au même moment de devoir te justifier sur ton nombre de partenaires, sur comment tu vis ta sexualité, sur machin. Alors imagine en plus que c'était une femme queer. Alors là, t'as tous les fantasmes du coup du porno qui rentrent en compte. Donc ouais, c'est un sujet intéressant aussi, même l'émergence du porno, comment l'influence que ça a même sur nos pratiques sexuelles à nous. Bien sûr, on en parlait dans l'épisode avant, mais en fait tu vois, surtout à nos âges où les gens ont commencé à avoir des rapports sexuels il y a à peu près 10 ans, je vais dire, en moyenne, on va dire ça. Oui, facile. Nous, et que tu vois l'impact que ça a eu sur les garçons, en fait, sur certains garçons qui sont arrivés, en fait, qui ont cru que ça se passait comme dans le porno. Nous, on s'est retrouvés à se dire, ok, en fait, est-ce que je dois faire l'actrice porno ? Je comprends pas. Enfin, je pense qu'inconsciemment, t'es persuadé de ça. Bah, c'est ça, en fait. Que t'es là et que tu reproduis des trucs que tu vois et que c'est un petit peu bizarre, et en fait, ça a complètement matrixé la sexualité. Et en plus, ce rôle de... En fait, on l'a encore, tu vois, il y a pas mal de mecs, qui ne sont pas mes amis, hein, je précise, mais que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours et tout, qui vont avoir envie d'avoir une femme qui n'a pas connu beaucoup d'hommes, parce que, justement, encore une fois, il y a ce truc du rôle du ventre, où limite, comme si ça préservait sa maternité, alors que ça n'a aucun lien. Ouais. Et du coup, tu arrives à avoir des échanges lunaires avec des mecs qui vont super mal se comporter, et toi, tu vas culpabiliser parce qu'on t'a habitué au fait que en fait, ta sexualité n'est pas audible, ton orientation sexuelle n'est pas forcément audible, et le fait que tu aies beaucoup de partenaires, bah, c'est pas audible, du coup, tu es une salope. Donc en fait, c'est toi, soit tu es la mère, soit tu es la pute. C'est ça. Et en fait, tu te construis comme ça. Donc c'est ça, c'est hyper intéressant. Dans une schizophrénie de... C'est vrai. Il y a un film qui est sorti récemment qui parle vachement de ça, qui s'appelle Les filles désirs. C'est quand ? C'est sorti il y a 6 mois. Ah ouais, ça s'appelle Les filles désirs, et c'est ces mecs qui sont à Marseille, qui sont un peu des éducateurs et tout. Et il y a ce mec, le personnage principal, qui sort avec une fille. Ils ont jamais couché ensemble, il va la présenter à la mère, ils vont se marier, c'est comme ça, c'est décidé. Et elle, c'est pas une fille désir, c'est une fille avec qui tu as un enfant et qui te maries. Et il y a le film est chamboulé en fait parce qu'il y a une fille qui revient de leur passé, qui arrive, qui elle est une fille désir. Elle, c'est une fille qui a des rapports sexuels, qui joue de sa sensualité, qui se trouve belle, qui le fait. Et lui, il va coucher avec elle, il va tromper sa meuf avec elle. Et il y a, c'est cette question en mode genre, est-ce que je suis une fille désir, est-ce que je suis une femme à marier, pourquoi pas les deux? Et Sex and the City, en vrai, même si j'aime beaucoup la série, je joue beaucoup avec ce truc de forcément, tu dois convenir à l'image qu'on t'a donnée. Et moi, je trouve qu'en vrai, Sex and the City, je l'ai re-regardé en entier pour le coup, outre le podcast l'année dernière avec ma coloc Gatou. Et on se disait, mais c'est tellement toxique parce qu'en fait, ça te met en tête
que tu peux vivre tes désirs de façon très cachée. On en revient même à la politique. Tu peux vivre tes désirs de façon très cachée, du moment que ça se sait pas trop, mais en attendant, l'image publique que tu dois avoir, c'est celle de la future femme. Et quand tu regardes Sex and the City, que t'as 14 ans, que t'es nana, bon, moi on était petites quand c'était Sex and the City, mais en fait, ça te met en tête que ouais, du coup, t'as le droit de vivre une sexualité un peu schizophrène, que tu ne montres pas, mais en revanche, il y a forcément un moment, tu vas devoir vriller, te cadrer pour avoir l'image de la femme parfaite. Qui est aseptisée. Et d'un autre côté, il y a un truc très rassurant, je trouve. Enfin, je me suis fait la réflexion là, donc en revoyant pour la dernière fois. C'est Charlotte. Et Charlotte, sa quête, c'est quand même le mariage, cette vie de rêve, cette vie de princesse. Et en effet, pour le coup, elle se présente toujours au monde et aux hommes qu'elle rencontre comme ce personnage parfait. Et elle a tendance presque à se brimer. Mais par contre, quand j'y pense, le body count de Charlotte. Oui, ouais, en vrai, elle a le meilleur record. Hein. Ouais, tu vois. Et donc, il y a un truc qui est assez chouette aussi dans le fait que même celle qui est le plus en train de rêver de mariage, etc., elle se laisse explorer et elle se laisse dire non. Et elle va pas forcément sauter sur le premier venu. Peut-être à l'exception justement de cette 3e saison où elle est vraiment en mode il faut que je me marie. Et là, ça part ça va la pousser à faire des erreurs. Ouais, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a un truc assez cool là-dedans où. Et même le fait que Carrie, mine de rien, elle est cette sex colonne là, et je reviens pareil de la même manière au Toupie or not Toupie. Je me dis, mais tu vois, moi parfois, rien qu'en faisant ce podcast, j'ai peur quand il y a des moments où on parle de nous et il y a des trucs avec Salomé, on se dit, vas-y, ça, on les coupe, etc. Parce que même si on est libre, même si ça devrait pas être des sujets tabous, c'est toujours plus agréable de parler sous couvert de Sex and the City. Bien sûr. Que de parler de nous-mêmes. Enfin, les réseaux sociaux, je veux dire, la mentale, elle a pas évolué. Quand tu vois qu'il y a des trends de body count. Je suis ma vieille daronne, mais à TikTok, on retourne tellement en arrière. Ouais. Mais c'est une dinguerie. Les femmes qui mettent des trucs en mode je fais le ménage, je fais le truc comme ça, je prépare tout pour mon mari. C'est devenu une trend. Mais l'autre jour, il y a 2-3 semaines, j'allais avoir mes règles, donc j'étais un peu en dep, syndrome prémenstruel, et du coup j'ai commencé à me taper la vie à des cœurs brisés, et j'étais là, mais tout ce qui renvoie, mais tout est toxique, mais genre, mais on a un niveau de genre, on parle comme des années 60, mais c'est pas une blague, et c'est flippant, et TikTok, en vrai c'est vraiment ça, et je suis vraiment ma vieille boomer à être comme ça, et du coup je pense que c'est important de parler de soi, enfin, en vrai je fais la même chose avec l'histoire, toutes mes vidéos, il y a un truc personnel avec, on va pas se mentir. Dès que je fais une vidéo, c'est qu'il y a un truc qui m'a vénère et que j'avais envie d'en parler. Sous couvert d'histoire, je parle de moi en vrai. Voilà. Mais ouais, mais c'est trop important en fait. Surtout que la nouvelle génération, en fait, on leur pose la même morale que y a que avant Sex and the City, tu vois, Julia Sarkozy en vrai. Non mais c'est un sujet en vrai. Ouais. Elle se fait slut-shamer la pauvre. Julia Sarkozy. C'est un bébé, elle a 13 ans. Ouais, c'est horrible. C'est flippant. Horrible. Je trouve ça horrible, vraiment. Et la rapidité avec laquelle les réseaux sociaux rapportent ce genre d'histoire et à la rapidité avec laquelle c'est traité, c'est juste tellement plus simple. Enfin, et d'ailleurs, la vérité, c'est j'ai des copines qui font de l'influence, etc. Et elles sont en mode... ou même, il y a une artiste récemment qui a fait plus d'1 million de vues sur une vidéo YouTube alors que elle n'est pas écoutée à ce point-là, et c'est parce que elle est tombée dans un algorithme YouTube de genre vieux pervers et elle a commencé à devoir demander aux gens de signaler les commentaires, etc. Donc potentiellement de perdre genre la vidéo qui pouvait lui faire du bien. Et à un moment elle a dit bon, vous savez quoi les girls, en fait je vais archi pas supprimer cette vidéo, tant mieux s'il y a plein de vieux pervers qui me donnent de la force. Mais du coup on vit quand même dans une sorte d'ambivalence des sentiments où on est en mode à la fois on peut beaucoup plus s'exprimer, on est beaucoup plus libre et tout, et à la fois on vit dans un monde aussi où c'est beaucoup plus facile de se faire attaquer et de rentrer dans des tunnels de violence. Bien sûr, c'est ça. Là, quand on a eu notre premier hater, Iris m'a dit meuf, c'est génial, on a notre premier hater. Non, mais moi, c'est trop bien. Jamais affiché trop sur les réseaux, enfin, pas vraiment. Et du coup, moi, j'étais en mode genre merde. Et Iris, elle m'a dit mais non, mais c'est super. Ah non, mais c'est ça qui va lancer le truc. Hein, on est dans un monde où genre putain, c'est super. Genre, en fait, s'il y a des personnes pour détester, ça veut dire que t'as une communauté pour te faire kiffer. Et le plus important, ce que je disais tout à l'heure à côté, c'est pas le nombre d'abonnés et tout, c'est vraiment la force de la communauté, tu vois, genre, et que en fait, tu vas te faire défoncer, de toute façon, c'est le jeu. Bah, forcément, quand tu vas à contre-courant d'une pensée moralisatrice, bah, dans tous les cas, vous savez que vous allez vous faire défoncer. Vous êtes deux nanas féministes, alors bonne soirée. Genre, vous savez dans quoi vous vous lancez. En tout cas, Carrie, je la trouve très courageuse avec sa sex colonne, et c'est vrai que à son époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. À leur époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Mais par contre, il y a ce truc où elle se fait, en tant que personnage public, shame dans les médias.
Et d'ailleurs, le générique de Sex and the City, c'est quand même elle, tu sais, ouais. Carrie Bradshaw Avec knows sa- good sex. Et voilà, et c'est une référence à l'époque, il me semble, d'un film de Woody Allen. Bon, à l'époque où je suis pas sûre que Woody Allen, on savait déjà tout ce qui s'était passé. Ou... Si, d'ailleurs. Il était déjà en euh, couple avec sa belle-fille, hein. Ouais, ouais. Un peu border. Et Moi, j'aime beaucoup et en les fait, films de Woody Allen, mais, moi aussi. mais chaotique, le bonhomme. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que il voulait montrer dans ce générique que elle, en effet, elle se prend un peu les pieds dans l'eau et elle se fait arroser et elle n'a pas un contrôle parfait sur son image. Et je pense que c'est un truc qui explique beaucoup aussi de son personnage et Et c'est très rassurant. de ses allers-retours. Et ça montre aussi à quel point elle se protège via ses vêtements, ces trucs comme ça, en fait, par ce contrôle qu'elle a sur elle-même en mettant des trucs un peu excentriques et tout. Mais en fait, voilà, c'est comme ça qu'elle va se protéger du fait d'être un personnage public, d'être parfois attaquée et tout. Enfin, je trouve ça bien. Mais en fait, c'est le chat. Mais c'est vraiment la cour. Enfin, la manière dont tu te protèges, l'importance du vêtement au quotidien pour cacher une façade, pour se cacher, enfin, c'est exactement l'exemple de toutes les concubines des rois de France, en vrai. Genre Lien Chelot, mais en vrai, où elles s'en prenaient plein la gueule, c'était les putes de service, en vrai, parce que pour le coup, c'est elles qui dormaient dans les lits rois, que ce soit la Pompadour, plus tard. La Montespan pour Louis XIV et compagnie, la Pompadour pour Louis XV, enfin toutes les maîtresses, Agnès Sorel pour Charles VII, à chaque fois c'est des nanas qui vivaient que du coup en fonction d'un regard masculin et qui décidaient carrément de vie et de mort sur elles parce que il y en a qui sont mortes comme Anne Boleyn. Bon, après, la l'araignée, c'est différent, mais ce que je veux dire, c'est que toute leur vie était faite par rapport à un homme et leur manière de sortir du lot et d'être respectée, vu qu'elles n'étaient pas respectées, c'était leurs vêtements. Et ça, c'est un truc qui a toujours existé, tu vois. C'était d'avoir les plus belles toilettes, c'était de lancer les modes, c'était elle qui lançait les modes. J'adore. Genre Anne Je trouve ça Sorel, trop fun. elle a lancé la mode, par exemple, de se raser le front. C'est très bizarre, mais elle se rasait vraiment jusque là. La tête, il y avait une mode comme ça. Trop sympa, on devrait grave la remettre au goût du jour. Let's go. Non, mais il y a des meufs quoi. et c'était des meufs qui se faisaient pas respecter et qui étaient vraiment traitées de prostituées, quoi, en soi, mais qui, à côté de ça, étaient hyper écoutées dans ce qu'elles pouvaient donner comme tendance. Et du coup, c'est marrant comment toutes les personnes qui sont un peu alternatives, même dans le monde queer, en fait, grâce à la mode et grâce en fait à l'expression de leur style, se font respecter, alors qu'ils sont pas respectés dans leur vie publique. Ouais. C'est un lien hyper marrant. J'adore. Mais c'est grave. choquant. Est-ce que, pour en revenir très rapidement à la question du genre, est-ce que tu penses que aujourd'hui, si on considère que c'est beaucoup plus libéré, ça a encore beaucoup de sens de fluidifier le genre avec, par exemple, des femmes qui s'habillent très masculines. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a une certaine frustration dans le monde queer, lesbien en particulier, c'est devenu la mode un peu chez les femmes de s'habiller comme des lesbiennes et on peut Mais chez plus les se hommes reconnaître aussi, hein. entre nous. Et c'est un peu, tu vois, il y a un peu ce truc de... on a tellement uniformisé le costume masculin sur les femmes, ce qui est un peu un truc positif parce que du coup, ça veut dire que c'est fluide, etc. Mais ça fait qu'il y a des personnes non queer qui s'approprient aussi ce vêtement. Est-ce que ça veut dire que les queers vont devoir inventer autre chose ou est-ce que c'est ok pour toi que ça fluidifie dans tous ces milieux? Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a un sujet, et en fait j'avais la discussion avec mon work husband Yann l'autre jour sur le sujet en vrai, qui lui pour le coup est un homme queer très engagé, et on avait cette discussion sur le fait que en fait c'est pas que pour les femmes, les hommes hétéros reprennent de plus en plus les codes des hommes gays. Ils ont bully, et ce que Yann me disait, et vraiment je te copyright ma vie parce que c'est toi qui l'as dit, mais c'est vrai, genre il y a ce truc de en fait les hommes queer se sont fait bully au lycée, au collège, parce qu'ils avaient des codes différents de la norme qu'on a définie de l'homme cis hétéro. Et en fait, aujourd'hui, en fait, on reprend leur code avec plein de trucs, des bijoux, genre les hommes qui mettent des trucs. Alors oui, les femmes sont androgynes. Après, je pense qu'il y a un sujet. Je pense que les personnes queer sont habituées à, en fait, dans tous les cas, vu que, encore une fois, c'est des personnes alternatives de la norme qu'on a définie dans notre monde chrétien, ce que tu veux, moralisateur. En fait, elles sont habituées à chaque fois à être avant-gardistes des tendances. Bien sûr. Et du coup, en fait, une chose qui va être inventée par la communauté queer va être reprise, comme par exemple le drag. Le drag, c'est l'inspiration de beaucoup de créateurs de mode aujourd'hui dans la haute couture. Et en fait, c'est le même sujet. Et je pense que ouais, c'est dur
parce qu'en fait, on a un accès aujourd'hui, grâce à la mondialisation, grâce à la seconde main et tout machin, à s'habiller de manière de plus en plus différente. Donc les gens ont des styles de plus en plus différents et beaucoup plus recherchés, ce qui fait que s'habiller de manière très androgyne ou pour un homme avec des codes plus queer et tout, bah c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Et du coup, on a encore plus de cas comme ça. Et je pense que c'est même pas je suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense que c'est même pas le fait que le genre se fluidifie. Je pense que c'est aussi qu'en fait, c'est plus accessible aujourd'hui de fluidifier notre garde-robe. Ouais, il y a un sujet de ça. Et c'est un vrai sujet, en vrai, pour les personnes queer. Et en fait, faut aussi rendre à César ce qui est à César. C'est vrai qu'on emprunte au quotidien tous les codes queer. Hein. Bien sûr. Et j'ai même pas eu de discussion pour les femmes lesbiennes, tu vois. Genre, j'avais eu que pour les hommes gays. Donc, je pense que moi, c'est mon algorithme. Bah oui, c'est pour ça. Non, mais je l'ai vu, mais moi, je suis tombée dessus. Je suis tombée dessus qui disait on se reconnaît pas en soirée parce qu'en fait, je cherche des meufs gays, mais en fait, tout le monde. La mutinerie, en fait, tout le monde est habillé comme ça, donc tu vois. Non, mais c'est un vrai sujet. Bah oui. Mais je pense que. Et du coup, et aussi, il y a un truc. Je pense pour, par exemple, les femmes chez les lesbiennes, donc celles qui se représentent de manière plus féminine, où elles sont... C'est un peu la même chose, tu vois, genre en mode tu sais plus comment être, ressortir via ça. Enfin, il y a des, je sais pas trop comment bien l'expliquer. Mais... Je capte ce que tu veux dire, et je pense qu'il y a un sujet de être une personne queer, une personne gay, que ce soit un homme, femme, une personne trans même ou autre, gender fluid, enfin bref, je vais pas citer tout le spectre queer, mais en fait, il y a un sujet de, pendant longtemps, les signes de reconnaissance, ça marquait ta personnalité parce qu'en fait, on avait besoin, parce que tu vivais dans... tu te cachais, en fait. Tu étais obligé de te cacher. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a clairement un relent d'homophobie et compagnie, ça c'est sûr. Mais par exemple, quand tu vis dans une grande ville, c'est plus ok d'être une personne queer. Et je pense qu'il y a moins ce besoin de se cacher et que du coup, des personnes qui sont queer n'ont pas envie forcément de correspondre au code qu'on a défini pour eux, en tant que par exemple une femme lesbienne n'a plus forcément envie. Je parle pas pour toutes les femmes lesbiennes, je ne suis moi-même pas une femme lesbienne, donc je suis pas forcément apte en tant qu'allié à donner mon avis, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins ce souci de se cacher et d'avoir des codes hyper définis comme avant, et que du coup on a moins envie de correspondre à une norme où notre sexualité fait notre personnalité, mais plus ça correspond à la femme qu'on a envie d'être ou à l'homme qu'on a envie d'être, parce que ça reste une orientation sexuelle et pas un genre. Et je pense que c'est différent, et même tu vois, pour ce qui est du genre autrement, en outre, pour les personnes trans, avant on avait beaucoup l'image de... Je parle beaucoup de la femme trans, qui est plus un sujet pour moi, de la femme trans en mode hyper femme, limite à la limite de la drag queen. En fait, la meuf est trans, forcément, elle est extrême, ultra féminine. Et moi, je connais des nanas trans qui, en fait, sont limite androgynes, qui, en fait, ont redéfini en fait, leur style parce qu'elles ont plus envie de correspondre à ces normes hyper codées de personnes qui en fait qui se cachaient avant et qui du coup ont ultra besoin de se revendiquer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de ces codes là parce que c'est un moyen de reconnaissance et que c'est hyper important aussi cet esprit communautaire dans le monde queer, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en fait ont besoin de se retrouver à leur niveau dans le monde queer et qui ont plus forcément envie de rentrer dans vraiment tout le temps des carcans A et B. Oui, bien sûr, oui. C'est quand même agréable de pouvoir être lesbienne sans se percer le nez forcément non, ou mais porter grave. 50 bagues, tu vois. Non mais de ouf. Non mais oui, complètement, je suis d'accord. Trop bien. Écoutez, je pense qu'on va juste... non mais j'ai adoré. On va juste continuer de discuter mais sans la caméra, on va servir un verre. Merci beaucoup Cynthia. Merci à vous de m'avoir été trop adorée pour notre vidéo. Mais quel honneur. Le podcast c'était trop bien. Et à bientôt, à la semaine prochaine sur